Bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle émission consacrée à l'actu Astro en bref. Donc en compagnie de Mathieu, de Pascal et de Robin, eh bien, nous allons pouvoir vous commenter une actualité récente qui en a ravi plus d'un, puisqu'en effet, eh bien, il y a quelques semaines, le tout nouveau télescope JWST, qui a été lancé le 25 décembre 2021 par la NASA, eh bien, vient de révéler sa toute première image. Alors, Pascal, eh bien, je te laisse nous commenter cette actualité. Voilà, alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est l'événement de l'année. Une prouesse technologique. Bref, un truc de fou. Première image reçue du JWST. Événement tellement important que Joe Biden en personne était présent pour les commenter. Alors revenons un petit peu en arrière. Le 25 décembre 2021, Ariane 5, le lanceur spatial de l'agence européenne, décolle en direction du point de Lagrange L2. C'est un point géostationnaire en fait, situé à 1,5 million de kilomètres. À son bord, un télescope, le fleuron d'une mission qui aura coûté la bagatelle de 10 milliards de dollars et qui s'étalera en fait sur une vingtaine d'années. Alors ce télescope orbite autour du Soleil au même rythme que la Terre, ce qui lui permet en fait une position constante. C'est ce qu'on appelle le fameux point de Lagrange. Alors vous allez me dire, mais on avait déjà le télescope Hubble qui orbite lui autour de la Terre. C'est vrai, mais voilà, comment dire. Vous connaissez la différence entre une 2 chevaux et une Ferrari? Et ben voilà. Alors, c'est vrai, on ne va pas cracher sur Hubble, hein, qui nous a fait découvrir des images inédites, en fait, depuis les années 90. Hein. Mais si on veut faire une petite comparaison entre Hubble et James Webb, eh bien, par exemple, Hubble se trouve à environ 600 km de la Terre. James Webb, comme on l'a dit, à 1,5 million de kilomètres. Hubble a un miroir de 2,4 mètres de diamètre. Eh bien, avec ces 18 miroirs hexagonaux qui se déplient, James Webb atteint 6 mètres de diamètre. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un diamètre aussi grand? Eh bien, un miroir, c'est une moissonneuse. Plus il est grand, plus il récolte. Bon, d'accord, mais il récolte quoi? Eh bien, il va récolter des photons, de la lumière, provenant justement de champs profonds. Tenez, pour montrer encore la différence entre Hubble et James Webb, eh bien, Hubble avait capté des photons pendant presque 6 jours. Et il était remonté ainsi à 4,5 milliards d'années-lumière. Eh bien, pour James Webb, il a fallu seulement 12h30 pour remonter à 13,5 milliards d'années-lumière. Et la grande singularité de ce télescope, eh bien, c'est d'explorer dans l'infrarouge. Et c'est l'infrarouge qui permet de remonter en fait très loin dans le temps. Par ailleurs, ce télescope est tellement développé au niveau technologique, notamment avec son spectromètre, qu'il peut remonter, écoutez bien, jusqu'à 150 millions d'années seulement
du Big Bang, où, selon les premiers mots de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, pratiquement la genèse de l'univers. Alors, revenons maintenant au télescope, et pour imager plutôt la portion du ciel qui a été observée, eh bien, vous imaginez un grain de sable sur le bout du doigt et le bras tendu. Eh bien, c'est la première image qui a été en fait dans cette portion du ciel, une image en fait qui va prendre le nom, enfin qui va prendre un amas de galaxies en fait qui est appelé SMACS 0723. Alors c'est intéressant parce que si on observe cette image attentivement, et vous les avez certainement tous vues, bien au premier plan, qu'est-ce que l'on voit? Bien, en fait, on voit les étoiles qui appartiennent à notre galaxie, la Voie lactée. Alors elles sont facilement identifiables parce que il y a en fait les aigrettes dessus, en fait, ces aigrettes qui correspondent en fait au bord du télescope. Mais quand on regarde au second plan, alors là, c'est extraordinaire. On voit distinctement des amas de galaxies, ce sont les nuages blancs en fait que l'on voit ici, mais elles semblent étirées. Et quand vous regardez bien, elles forment une lentille, une bulle. Et alors ça, c'est extraordinaire parce que cette bulle est en fait une bulle antigravitationnelle. Elle est donc en fait créée par ces amas de galaxies. Et qu'est-ce qui fait que cela forme cette bulle antigravitationnelle? Eh bien, c'est tout simplement la matière noire qui lui est associée. En fait, cette matière noire va déformer l'espace-temps, d'où cet effet en fait de lentille ou de loupe. C'est un petit peu comme dans un trou noir. On connaît en fait l'exemple du trou noir qui va déformer l'espace-temps. Effectivement, la lumière, elle est déviée du trou noir, et c'est comme si elle passait à travers une lentille en fait pour se reprojeter en fait d'un autre côté. Le dernier plan de cette image, alors il y aurait beaucoup de choses à dire effectivement sur les premières images qui ont été données, mais le dernier plan en fait de cette image, c'est ce qu'on appelle le champ profond, où chaque point lumineux représente une galaxie avec des milliards d'étoiles. Et là, on remonte véritablement à 13,5 milliards d'années-lumière. C'est quelque chose de... on arrive pratiquement à ce que vous avez certainement entendu déjà parler, le fond diffus cosmologique. En fait, on arrive aux prémices de ce qui va donner naissance après aux différentes galaxies. Et on est tellement loin que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut pratiquement remonter à près de 100 millions d'années du commencement. Alors, quelles sont les autres cibles en fait du James Webb Telescope? Eh bien, son cible, c'est vraiment un champ d'exploration extrêmement important, puisqu'elle va cibler par exemple des nébuleuses comme la nébuleuse de la Carène. Elle va rechercher des exoplanètes, des planètes géantes par exemple, des nébuleuses planétaires en fait, à la recherche de cadavres stellaires qui sont les fins de vie en fait des étoiles. Elle va rechercher d'autres groupes de galaxies. Et elle va également, alors c'est le Graal de certains scientifiques, c'est surtout rechercher des planètes potentiellement habitables,
puisque l'infrarouge va permettre justement de détecter facilement la composition chimique en fait de ces différentes planètes. Alors pour terminer, c'est vraiment une prouesse technologique en fait ce James Webb Space Telescope. Tout simplement parce que les scientifiques reconnaissent que la mission va au-delà de leur espérance. Alors ça ne veut pas dire que tout a été parfait, hein, puisqu'on sait qu'il y a eu des poussières de météorites comme ça, des grains de poussière, hein, plus exactement, qui ont touché, avec un d'ailleurs un peu plus gros que les autres qui a sérieusement un petit peu endommagé. Mais même avec cela, même malgré cela, en fait, les résultats restent plus optimistes que ce que les scientifiques pensaient. Donc voilà, le Space, enfin le James Webb Space Telescope a encore énormément de choses à nous offrir, à nous fournir. Voilà, donc merci Pascal de nous avoir dit plus sur sur ce nouveau télescope qui a encore à faire ses preuves et donc on découvrira sûrement d'autres belles images dans les mois à venir. Donc maintenant, eh bien, dans cette émission, nous avons aussi une deuxième actualité dont on va pouvoir vous parler. Et donc, c'est Mathieu qui va pouvoir en parler donc, de ce thème. Eh bien, en fait, on sait enfin pourquoi Uranus et Neptune n'ont pas la même couleur. Alors, Mathieu, peux-tu nous donner donc des précisions? Et c'est cela qui est étonnant, en effet, hein, parce que Uranus et Neptune, finalement, ont des tailles, des masses, des compositions chimiques, même une structure interne. Théorie comme Vénus, Uranus et Neptune sont souvent présentés comme des jumelles dans le système solaire. Mais malgré tout, eh bien, ça n'empêche que chaque astre est unique dans l'univers et on le voit d'autant plus avec deux planètes dont finalement tout rapprochait et on découvre encore aujourd'hui eh bien, des différences notables. Il s'agit d'Uranus et de Neptune. Et malheureusement, eh bien, nous ne sommes pas aidés dans la compréhension de ces deux planètes-là, puisque une seule mission est partie à leur exploration. Il s'agissait de Voyager 2 en 1986 pour Uranus et en 1989 pour Neptune, avec un seul survol à chaque fois, rapide et unique. Alors, depuis, eh bien, les astronomes se contentent donc d'observer depuis le sol ou bien avec le télescope spatial Hubble en orbite et bientôt peut-être, pourquoi pas, le JWST. Mais c'est justement en grande partie grâce à Hubble que l'on doit cette nouvelle publication qui est apparue donc dans le journal of Geophysical Research Planet, mais aussi sur Arxiv, présentant les travaux d'une équipe internationale dirigée par Patrick Irwin, qui est professeur de physique planétaire à l'université d'Oxford. Alors, il s'agit des analyses de données d'archives couvrant plusieurs années, obtenues principalement avec Hubble, qui ont permis le développement d'un modèle théorique qui aiderait à comprendre les nuages et les brumes atmosphériques. Mais personne ne s'attendait à expliquer simultanément la différence de couleur donc, entre les deux géantes de glace. Et pourtant, le nouveau modèle des chercheurs implique 3 couches de brume d'aérosol à des altitudes différentes dans les atmosphères de la planète. Alors la couche intermédiaire de particules de brume, pour faire simple, juste au-dessus du niveau de condensation du méthane, s'avère plus épaisse sur Uranus que sur Neptune, et c'est cela qui affecte la couleur visible des deux planètes. Alors, on a établi un profil pression, température et altitude atmosphérique de ces deux géantes-là, et à partir de ce profil-là, finalement, jusqu'à une dépression atteignant 10 bars, eh bien, on se rend compte de plusieurs choses. Déjà, la couche la plus profonde, elle est épaisse et composée d'un mélange de glace, de sulfure d'hydrogène et de particules
produite par l'interaction des atmosphères des planètes avec la lumière du Soleil. Mais la couche clé qui affecte les couleurs est la couche intermédiaire, comme on le disait tout à l'heure, qui est une couche de particules de brume qui est plus épaisse sur Uranus que sur Neptune. Alors, l'équipe soupçonne que sur les deux planètes, eh bien, la glace de méthane se condense sur les particules de cette couche, entraînant les particules plus profondément dans l'atmosphère, dans une pluie de neige de méthane. Parce que Neptune a une atmosphère qui est plus active et plus turbulente qu'Uranus, eh bien, l'équipe pense que l'atmosphère de Neptune est plus efficace pour brasser les particules de méthane dans la couche de brume et produire cette fameuse neige. Alors, cela enlève plus de brume et maintient donc la couche de brume de Neptune plus fine qu'elle ne l'est sur Uranus. Ce qui signifie que la couleur bleue de Neptune semble plus forte. Alors, au-dessus de ces deux couches, eh bien, se trouve une couche étendue de brume similaire à la couche en dessous, mais plus ténue. Sur Neptune, eh bien, il y a de grosses particules de glace de méthane qui se forment également au-dessus de cette couche. Alors, voilà la compréhension que l'on a aujourd'hui des atmosphères des deux planètes géantes de glace, et cela, eh bien, grâce au télescope spatial Hubble. Et certainement que le télescope spatial Hubble ne prendra pas sa retraite tout de suite, parce qu'il y a encore de nombreuses observations à réaliser en parallèle du JWST, JWST, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui certainement fera des observations planétaires dans notre système solaire. On a déjà eu des images de Jupiter, et par la suite, on est presque certain eh bien, que le JWST pointera les cibles que sont Uranus et Neptune, et nous montrera donc eh bien, les atmosphères de ces deux planètes sous un point de vue différent, puisqu'on rappelle que le JWST observe en infrarouge moyen, et donc on va pouvoir observer encore plus profondément dans l'atmosphère de ces deux planètes-là et révéler peut-être des couches qui sont particulièrement intéressantes et potentiellement de la matière qui est totalement exotique. Voilà, donc avec ces deux télescopes en marche, eh bien, ça nous permet d'avoir de plus en plus de renseignements ainsi sur tous les objets du ciel. Merci donc à tous de nous avoir donc présenté ces actualités. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser surtout des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.